Question. Qu'est-ce que l'on retrouve chez un Belge sur 4 et qui coûte 28 milliards 536 millions d'euros à la Belgique chaque année? Si vous pensez à un chat ou un chien, non, ça ne coûte pas aussi cher. Un smartphone, une connexion Internet, vous pensez peut-être? Eh non. Un abonnement à un service de streaming? Eh non, pas plus. Allez, je vous le donne. Un trouble mental. Et oui, en Belgique, une personne sur 4 rapporte souffrir d'un trouble mental. Et le coût de la santé mentale, y compris son impact sur nos entreprises, est estimé à 5,1% du produit intérieur brut, le PIB. Ce qui fait grosso modo 28 milliards 536 millions. Parmi ces troubles mentaux, la dépression et l'anxiété touchent encore 15 à 18% de la population, soit environ 2 millions de personnes en Belgique. C'est énorme. Mais que pouvons-nous faire pour éviter cela? Bienvenue sur Homo Interneticus, le podcast où on décortique la vie à l'ère du numérique. Je suis Emmanuel Niquez, psychologue clinicien et expert en cybersécurité. Aujourd'hui, on plonge dans un thème sérieux mais prometteur, la santé mentale. Et là aussi, Internet a son mot à dire. Pour commencer, j'ai une histoire à vous raconter. Ma propre histoire. Post-Covid, j'ai fait un burn-out. Entre ma pratique de psychologue, mes missions en cybersécurité, ma thèse de doctorat et ma famille, j'ai 3 ados à la maison que j'éduque avec ma femme, mes nuits se résumaient souvent à 3-4 heures de sommeil. Je m'étais blessé en pratiquant du sport, avec une douleur lancinante qui ne me lâchait pas. Et pour compenser, je me gavais de sucreries. Résultat, pas mal de kilos en plus sur la balance. Je m'étais laissé submerger par ma passion, par mon désir de bien faire, et je me suis retrouvé écrasé sous le poids du travail, oubliant famille, amis et les petits plaisirs de la vie. Quand j'ai décidé de changer de cap, mon corps et mon esprit ont dit stop. Et encore, j'ai pas voulu l'entendre. Je pensais juste prendre une petite pause. Pourtant, en tant que psy, je savais que c'était peu probable. C'était dur à accepter et je m'en voulais. Il m'a fallu 6 mois pour remonter la pente, ce qui finalement n'est pas si mal. À cette période, trouver un collègue psychologue ou une collègue psychologue disponible, c'était vraiment un casse-tête. Je me suis donc décidé à suivre mes propres conseils, ceux que je donne à mes patients qui sont dans le même état. Et c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui. Les 6 piliers de la santé mentale qui m'ont aidé à rebondir et qui peuvent probablement faire de même pour vous, ou du moins vous protéger pour vous éviter de prendre le mur comme moi. Mais avant, je voudrais tordre le cou à un des trop nombreux préjugés sur la santé mentale. On a beau être en 2024, j'entends encore parfois, et c'est pas que parfois, dire par certaines personnes, et qui l'ont pas vécu bien sûr, que le burn-out ou la dépression, ce sont des maux imaginaires. Une excuse pour des fainéants ou juste un manque de volonté. Eh bien non, non, ce sont des maladies mentales, ok. On ne les voit pas, ce qui rend peut-être la chose plus difficile à croire. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, car on peut en voir les conséquences. Tout comme on ne peut pas voir votre intelligence, mais on peut en admirer les effets dans vos créations, dans vos paroles, dans vos écrits et dans votre capacité à comprendre ce que je suis occupé à raconter. Le burn-out, donc, c'est une forme de dépression. C'est à l'esprit ce que la fracture est à l'os. Si je soumets l'os de mon bras, mon humérus, à une force trop grande, de 4000 newtons, par exemple, 4000 newtons, ça fait l'équivalent de mettre un poids de 400 kg dessus, quoi.
il va casser. Ça ne veut pas dire que mon bras est faible. C'est juste que c'est sa limite structurelle. Et on a toutes et tous des limites à ce que notre corps peut encaisser. Et notre esprit aussi. Cette séparation entre le corps et l'esprit, d'ailleurs, c'est pas très pertinent. L'esprit humain est une fonction émergente du corps humain. Même si on a l'habitude de lier l'esprit plus particulièrement à ce substrat biologique qu'est le cerveau, la matière blanche, la matière grise, les recherches récentes nous montrent régulièrement que la bonne santé mentale dépend tout autant de nos jambes, de notre système digestif, de notre système cardiaque, que de notre matière grise. C'est le produit d'un tout. J'utilise le terme fonction émergente, mais c'est peut-être pas un terme qui est facile à comprendre. Je vais essayer simplement d'utiliser une petite analogie très simple. Si je prends une brique, ça n'a pas beaucoup d'utilité en soi, une brique. À part peut-être si je veux l'acheter sur un carreau pour le casser, mais à part ça. Mais par contre, si je prends des centaines de briques, que je les agence d'une certaine façon, je les place d'une certaine façon, que je mets un petit peu de ciment, je vais construire un mur. Et si je construis ce mur, disons en formant un cercle avec ce mur et en remontant tout en haut pour faire une forme de coupole, je vais avoir une construction qui va me protéger du vent, de la pluie et peut-être d'autres choses, d'autres attaques extérieures. C'est ça la fonction émergente de l'assemblement de briques. Mais comme vous le savez, cette fonction est fortement dépendante de la qualité des matériaux, de la qualité de ce qui le constitue. C'est un peu comme les trois petits cochons. La maison de paille, la maison de bois ou la maison de pierre n'ont pas la même résistance. La forme de celle-ci aussi va influencer son efficacité. Il en va de même pour notre cerveau. Chaque composant de notre cerveau et de notre corps peut influencer cette fonction émergente qu'est l'esprit. Si vous n'y croyez pas, songez simplement à l'impact que l'alcool ou le manque de sommeil, que la drogue ou les antidépresseurs, que la douleur ou que l'orgasme ont sur notre état d'esprit, sur nos émotions. D'une certaine façon, nous pensons avec notre corps. C'est probablement d'ailleurs ce qui continuera à nous différencier pendant encore très longtemps des robots et des intelligences artificielles. Ce sont nos corps qui changent, qui évoluent, qui subissent le monde, qui interagissent avec celui-ci de tant de manières que nous n'avons d'ailleurs pas assez de mots pour pouvoir décrire tout ce que nous ressentons. Et donc, avant de nous intéresser à cet esprit et à ces pensées, on ne peut généralement atteindre qu'à travers le langage, regardons comment nous pouvons agir sur notre corps et sur notre environnement pour éviter cette surcharge mentale qui pourrait mener à la dépression ou au burn-out. Alors soyons clairs, ça ne veut pas dire que le burn-out ou la dépression en général sont systématiquement le résultat d'une mauvaise hygiène de vie. Dans de nombreux cas, la cause est multifactorielle, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une combinaison d'éléments, et souvent, malheureusement, on ne retient comme cause de celle-ci que le dernier événement qui a mené à la dépression. C'est un peu comme la dernière goutte qui fait que l'eau déborde du vase. Est-ce que c'est elle qui est responsable du débordement ou la présence de toutes les autres avant qui remplissent déjà le récipient? C'est dur à dire, non? Néanmoins, on peut identifier assez souvent des causes anormales, c'est-à-dire des événements qui sortent de ce que nous pouvons attendre dans la vie courante. Si vous êtes victime d'un accident, d'une agression ou d'une maladie grave, ce ne sont pas des événements normaux, et ces événements peuvent précipiter une personne dans la dépression, même avec de solides piliers. Néanmoins, toute chose étant égale, une personne qui prend les bonnes habitudes dont nous allons parler aura nettement moins de risques de tomber en dépression
qu'une personne qui ne suit pas ces conseils. C'est un peu comme la différence entre un sportif entraîné, un haltérophile par exemple, et une personne qui ne fait pas beaucoup d'activité physique. Dans la vie quotidienne, les deux peuvent faire la même chose, probablement, sans problème. Mais si dans leur chemin de vie, ils se retrouvent face à une pierre lourde qui bloque leur chemin, l'haltérophile aura probablement plus facile à déplacer cette pierre lourde parce qu'il est entraîné que la personne sédentaire. En plus, il aura moins de risque de se blesser et probablement qu'il récupérera de cet effort plus vite. Et le problème, c'est que durant notre vie, nous risquons de rencontrer beaucoup d'obstacles, dont certains qui peuvent parfois être très très durs à dépasser ou à contourner. Nous avons donc intérêt à être prêts à gérer ces situations au quotidien, tous les jours. Les facteurs qui influencent notre santé mentale, ils sont innombrables en soi, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Cependant, on va se focaliser sur 6 catégories de facteurs, nos 6 piliers. Le premier, c'est le sommeil. On suivra ensuite avec l'activité physique. En 3, nous parlerons de ce que nous ingérons au sens large, en y incluant la nourriture, les boissons, mais aussi les drogues, les alcools, les médicaments. En 4, nous parlerons des liens sociaux, pour suivre après par des aspects un peu plus spirituels, ou plus largement cette quête de sens que l'on a parfois, qu'on cherche à donner à notre vie. Et nous terminerons en 6 avec nos émotions, en faisant un gros plan sur un de leurs produits, qui est le stress, et surtout, comment est-ce qu'on peut le gérer. Alors bien sûr, tout ne doit pas être parfait sur ces 6 piliers pour que nous puissions être en bonne santé mentale, ni même pour se sentir heureux. Loin de là. D'ailleurs, on ne peut pas être bon dans tout et tout le temps. C'est pas le but. Tout cela varie en fonction du contexte, des événements, de notre environnement. Cependant, comme pour n'importe quelle construction, si les 6 piliers sont stables et solides, la maison restera beaucoup mieux aux tempêtes et aux séismes que si l'un ou l'autre ou tous ces piliers sont un peu bancals. Et vu qu'on ne sait jamais quand les ennuis vont nous tomber dessus, comme on le disait, il est préférable de maintenir nos piliers en bon état tout au long de notre vie. Chacun de ces piliers et de ces sujets mériterait un, voire plusieurs épisodes de ce podcast. Et si vous le désirez, nous en consacrerons probablement quelques-uns. On verra bien. Je vais cependant pas juste vous laisser là, vous dire, voilà, c'est la liste des 6 piliers, et puis rien de plus. Ce sera un peu comme vous raconter une blague sans vous dire la chute. Hein. C'est un peu court, jeune homme, comme disait Cyrano. Commençons donc par le sommeil, notre premier pilier. Comme vous le dira n'importe quel autre professionnel de la santé, quand la qualité de sommeil diminue, les problèmes augmentent. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que nous avons besoin de 7 heures de sommeil par nuit. Pas besoin de jouer les super-héros qui ne dorment pas la nuit pour sauver le monde. Ils ne sont pas humains, eux, vous et moi, oui. Et la régularité est la clé d'un sommeil réparateur et d'une bonne santé mentale, et aussi de bonnes performances cognitives. Si vous voulez que votre gros ordinateur personnel, le cerveau, fonctionne bien, il faut dormir. Alors, je vais vite passer à travers quelques conseils rapides. Le premier, c'est que si vous pouvez garder tant que possible le même horaire, le même rituel tous les soirs, c'est idéal. Je ne sais pas qu'il faut y arriver tout le temps, mais c'est d'en venir. Aller se coucher à la même heure, se calmer, prendre le temps de prendre peut-être une douche bien chaude, des choses comme ça, diminuer la lumière progressivement. Bon, ça peut être aussi un peu monotone, voire chiant pour certains, mais ça ne veut pas dire qu'on doit plus sortir et s'amuser non plus. C'est juste le plus souvent possible. Tâchez de mettre en place une certaine routine pour vous aider. Bon, si vous avez des horaires en shift, comme les policiers, les infirmières, les pompiers, les médecins de garde, ça va être compliqué. Vous êtes des super-héros, mais vous êtes humain aussi, donc tout ce que vous prenez comme bonne nuit de sommeil, ça sera déjà ça de gagner. Quand je dis que nous avons besoin en moyenne de 7 heures de sommeil par nuit,
Je dis bien moyenne. C'est la moyenne des êtres humains. Alors bien sûr, il y a des différences entre individus. Cependant, la majorité des personnes, vous et moi, on a besoin entre 6 à 8 heures de sommeil par jour. En deçà de 6 heures, les conséquences deviennent assez importantes. On perd notre capacité à mémoriser, on perd les réflexes, difficulté aussi à se souvenir, difficulté de concentration, à contrôler nos émotions, on bouffe plus aussi, enfin bon, ça sont les grandes lignes, quoi. Chez les enfants, par exemple, si on diminue systématiquement la durée de leur nuit d'une heure, en disant qu'on passe de 8 à 7 heures, on va rapidement, en 15-20 jours, constater l'apparition de symptômes similaires à ceux des troubles de l'attention et de l'hyperkinésie, le fameux TDAH. Donc parfois, quand on voit ce genre de symptômes, avant de vouloir prendre des médicaments, dormir un peu plus, ça serait une bonne idée. Alors assez logiquement, pour bien dormir, il faut déjà aller se coucher suffisamment tôt que pour pouvoir espérer dormir 8 heures avant que le réveil ne sonne. C'est assez évident. Vous savez que même Elon Musk, le multi-entrepreneur, milliardaire, multimilliardaire même, qui est connu pour être un travailleur acharné, c'est un workaholic, il a reconnu qu'il dormait au moins 7 heures par nuit, car en dessous, il a constaté qu'il n'était pas efficace. Donc si vous vous réveillez fatigué le matin, comme si vous n'aviez pas assez dormi malgré 7 à 8 heures de sommeil, c'est peut-être que vous êtes trop stimulé dans les 3-4 heures avant de vous coucher, et ça a perturbé vos cycles de sommeil. Donc essayez de rester calme, tout au moins dans l'heure qui précède. Évitez l'activité physique intense, sauf le sport en chambre. Ça c'est plutôt bon. Les écrans d'ordinateur ou télévision avec la lumière bleue, ou les lumières trop intenses avant d'aller se coucher, c'est pas terrible. Les excitants, le café, les sucreries, etc. aussi. Pas 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher. Si par contre vous avez plutôt des difficultés à trouver le sommeil, et que vous avez par exemple des dizaines de pensées qui s'entrechoquent dans votre tête quand vous voulez vous coucher, une des choses que vous pouvez faire, c'est les noter sur un petit carnet ou sur votre téléphone. Ça permet de se décharger un peu de cette charge mentale et de la déposer et de pouvoir dormir avant d'y retourner. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de relaxation avant de vous endormir, mais ça on en parlera plus tard, en fin d'épisode. Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous endormir dans la demi-heure, ne restez pas dans la chambre. Levez-vous, allez lire ou vous changez les idées, puis revenez dans le lit quand vous sentez que vous êtes un peu plus fatigué. Sinon, rester dans la chambre, ça peut nous faire développer une sorte de phobie de l'endormissement, pas tout de suite, mais à force de se répéter, et qu'on va associer avec notre lit. Et le lit, c'est fait pour dormir, pas pour stresser. Si vous êtes trop énervé le soir en général, et que ça vous empêche de vous endormir rapidement, alors on peut utiliser le deuxième pilier, l'activité physique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande au moins, et j'insiste bien sur le au moins, 150 à 300 minutes d'activité intense à modérée par semaine. Ça fait 2h30 à 5 heures par semaine. Ou 75 à 150 minutes, donc jusqu'à 2h30, d'activité d'intensité soutenue. Ça veut dire, on transpire bien, quoi. Là, on va se sentir vivre. De plus, dans ces activités physiques, des activités de renforcement musculaire impliquant les principaux groupes musculaires, les jambes, les bras, les dorsaux, les abdos, devraient être pratiquées au moins 2 jours par semaine. Ça, c'est la recommandation de base de l'OMS pour la santé en général. Pour la santé mentale, c'est un peu la même chose avec quelques petites précisions en plus. On sait par exemple que les activités qui font travailler les jambes semblent mieux nous protéger contre la dépression. Donc la marche, la course à pied, le vélo, la musculation, le football, le hockey, l'haltérophilie, le crossfit, voilà, tout ça, c'est bon pour le moral. Aussi, les activités qui sont encadrées par un coach semblent avoir une plus grande efficacité à nous éviter, voire nous sortir de la dépression.
En même temps, quand il y a quelqu'un qui est là pour vous corriger, vous encourager, etc., qui est bienveillant, c'est clair que ça va aider. Ce qui compte de toute façon, c'est de vous faire plaisir. C'est d'y aller de bon cœur et d'être dans un environnement bienveillant. Si c'est pour vous faire crier dessus tout de suite, tout le temps, c'est pas intéressant. Et même si vous êtes déjà en difficulté, si vous n'êtes pas bien, pratiquer un sport, ça peut vous aider à vous en sortir. Quand moi je me suis pris mon burn-out, là, il y a quelques années, la première chose que j'ai entreprise, c'est après avoir levé le pied, bien sûr, c'est de reprendre le sport régulièrement. Et comme je disais, j'étais souvent blessé, donc j'ai trouvé une salle de CrossFit qui venait d'ouvrir près de chez moi, tenue par des kinésithérapeutes. Je me suis dit, voilà, ça pourrait m'aider avec mes blessures. Et c'était pas loin, moins de 10 minutes. Et en fait, ça coche toutes les cases pour moi. Travail de jambes, renforcement musculaire, de l'endurance, de l'intensité, des coachs pour encadrer, bienveillants, même les membres et tout, c'est vraiment parfait. Et ça a marché. Je pense que c'est grâce à ça aussi que ça n'a fait que 6 mois. Ça m'a redonné la pêche et maintenant ça me permet de tenir, de revenir au même niveau de charge que j'avais avant, mais beaucoup plus facilement. Enfin, peut-être pas le même, j'ai quand même réussi à lever le pied. Ça a tellement bien fonctionné que je propose d'ailleurs depuis 1 an des groupes d'intervention psychologique qui combinent le sport et la méditation. Et il faut dire que le résultat sur le niveau d'anxiété et de dépression des patients et des participants à ces groupes, c'est tellement impressionnant que je me demande toujours pourquoi on ne fait pas ça systématiquement. En 6 semaines, à raison de 2 heures de sport et 2 heures de méditation par semaine, on voit des résultats qui sont vraiment cliniquement significatifs. On passe d'un niveau de dépression à quasiment plus rien. Alors après, il faut continuer, bien sûr, mais 6 semaines, c'est vraiment pas grand-chose. Le sport, ça devrait être gratuit. On économiserait en médicaments. En plus, quand vous voyez 28 milliards, il faudrait peut-être quelques centaines de millions pour rendre le sport gratuit. C'est vite rentable. Bon, de toute façon, le principe, c'est bouger. Faites-vous du bien. Et puis avec des gens qui vous soutiennent et qui vous encouragent. On touche là en même temps un autre pilier tout aussi important, c'est les liens sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Allez-y à votre rythme. Respectez votre corps. Et je sais que le premier pas est le plus difficile. C'est d'y aller, c'est de s'inscrire, c'est d'aller au premier, de se lever même parfois, et puis d'aller s'entraîner. Mais une fois qu'on commence, après, c'est un peu de répétition, un peu de patience, et très rapidement, la pratique d'une activité sportive, ça va aussi nous aider à mieux dormir, ça va nous donner envie de bouger, de voir plus de monde, ça va améliorer l'image et l'estime qu'on a de soi aussi. Et en général, ça va même améliorer notre alimentation, parce que bouffer des sucreries et des saloperies tout le temps, quand on bouge, c'est pas évident, quoi. Bon, ça nous amène d'ailleurs à parler de notre troisième pilier, l'alimentation. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que l'alcool et les drogues ont des effets sur notre santé mentale, ça c'est un peu évident. Je ne vais pas m'étendre là-dessus d'ailleurs. Cependant, qu'il s'agisse d'alcool, de cigarettes, de marijuana ou d'autres drogues comme l'ecstasy, la kétamine, au moins vous en consommerez, au mieux vous vous porterez sur le long terme. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Bien sûr, c'est un peu là la difficulté de ces produits, c'est qu'ils procurent une satisfaction à court terme qui nous fait oublier leurs effets nocifs à long terme. Il en va de même pour une catégorie d'aliments qui peut s'apparenter à une drogue, c'est les sucreries, j'en parlais, moi j'en ai bouffé, quoi. Et je parle pas ici du pain complet aux 4 céréales que vous mangez, ça c'est des glucides en général, mais plutôt de la barre chocolatée, du bonbon acidulé, des céréales petit déjeuner, qui contiennent 60% de sucre, ou de la tartine de pain blanc, même avec de la confiture, c'est beaucoup de sucre rapide. Et quand ils sont combinés avec des graisses, comme c'est le cas pour le chocolat, la glace, les crêpes, les gaufres, ça déclenche des réactions de plaisir dans nos cerveaux qui sont très similaires à celles que créent les drogues. Et vous avez toute cette satisfaction sans le moindre effort. Et c'est là que le bas blesse. L'expérience répétée de la satisfaction
sans un effort préalable, diminue notre volonté, notre capacité à surmonter notre envie de ne rien faire ou de résister à nos pulsions. C'est le même mécanisme d'ailleurs qui est à l'œuvre avec une grande majorité d'applications sur nos téléphones, tels les réseaux sociaux. Avec un effort minimal, nous avons la satisfaction de découvrir des vidéos de chats et chiens tout mignons, des lieux de vacances paradisiaques, de personnes au physique agréable, de petits signaux provenant d'amis pour nous dire qu'ils aiment ce que nous avons fait, dit, écrit ou mangé. Le petit coup de pouce, là, ou le petit cœur, sont devenus, pour certains, comme les petits biscuits qu'on donne à notre chien quand il a fait le beau, là. Ce sont les récompenses. Si Karl Marx avait vécu à l'ère d'Internet, il aurait plutôt écrit les réseaux sociaux sont l'héroïne du peuple. Il faut garder à l'esprit que la consommation de certaines substances est parfois une forme d'automédication, pour faire face plutôt à nos angoisses, à nos peurs ou à notre solitude. Une de mes professeurs à l'université disait qu'on ne se débarrasse pas d'une dépendance, on la remplace par d'autres, moins nocives. Et en médecine, on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Ne pas boire assez d'eau mène à la déshydratation. En boire trop, par contre, ça peut être fatal. Et il en va de même pour le sucre, la nourriture en général, mais aussi le sport ou l'oxygène. Le tout est de trouver un équilibre entre le fait de se faire du bien et le mal que ça peut nous faire sur le long terme. Notre santé passe donc probablement par une plus grande diversité dans nos dépendances. Et d'ailleurs, ça nous amène au 4e point. Le tissu social. Nos amis, quoi. Certaines théories sur la dépendance proposent que l'usage de drogue et d'alcool est utilisé pour suppléer à un manque de connexion, de relations humaines. Alors je ne sais pas si c'est réellement toujours le cas, mais il est évident que l'homme est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Nous avons autant besoin de relations que d'eau et d'air pour vivre. Des études montrent par exemple que le simple fait d'appartenir à un groupe dans lequel on se reconnaît, dans lequel on se sent bien aussi, et d'avoir des interactions régulières avec ceux ou ces groupes, c'est aussi bénéfique pour la santé que d'arrêter en même temps de boire de l'alcool et de fumer. Faire partie d'un groupe, c'est aussi une occasion de pouvoir partager ses problèmes, ses questionnements. Et d'autres études montrent qu'une discussion, même de 5 minutes, ou de 8, avec une personne bienveillante, qui écoute, sans juger, ça peut être aussi efficace qu'une session de psychothérapie. Donc n'hésitez pas à passer plus de temps avec les personnes bienveillantes de votre entourage. Surtout que quand la dépression arrive, c'est une des premières choses que l'on fait, c'est de se mettre à l'écart. Donc faites le temps que tout va bien, et même si vous ne vous sentez pas bien maintenant, reprenez contact, ne fût-ce qu'avec une personne, et puis une deuxième, et vous verrez. Et ici, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est bien la qualité de la relation qui est le plus important. Alors en disant cela, je me rends bien compte que j'enfonce des portes ouvertes. Vous saviez peut-être déjà tout cela. Le but ici, c'est surtout de vous répéter l'importance de vos choix. Toutes ces petites décisions que l'on prend au quotidien, elles s'additionnent et finalement, elles font peser la balance d'un côté ou de l'autre. Tout ne doit pas être parfait. Nous avons le droit de souffler, de nous faire plaisir, sans trop d'efforts, de manger du chocolat ou des chips. Mais nous pouvons aussi nous faire plaisir d'autres manières qui vont en plus nous aider sur le long terme. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience, en toute bienveillance envers soi-même, sans critique, sans jugement, juste pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, en pleine conscience. Petit pas par petit pas. Et quand on décide de se lancer dans un plus grand changement, l'Internet et les réseaux sociaux, qu'on peut parfois blâmer pour beaucoup de choses, ils peuvent aussi devenir des atouts. Partagez avec des amis que vous participez au Dry January ou à la tournée minérale, ou que vous entamez un régime, que vous commencez un sport ou que vous vous êtes fixé un objectif, ça va augmenter vos chances de succès. Comme pour tout le reste, finalement, l'usage d'Internet, c'est une question d'équilibre et de savoir quoi en faire. Donc n'hésitez pas à chercher le soutien des autres et à soutenir vos amis aussi. C'est important. Parfois, soutenir les autres, ça nous fait autant de bien que d'être soutenu.
Le cinquième pilier, c'est le sens que l'on donne à notre vie. Alors ça peut sembler être un peu compliqué parfois de savoir trouver sa place dans ce monde. Sentir qu'on sert à quelque chose, qu'on est une pièce du puzzle. C'est aussi trouver un ou plusieurs rôles dans lesquels on se sent efficace, on est fier de soi, et dans lequel ou lesquels on se sent apprécié. Certains burn-out, parfois, ils partent que de ça, d'un manque de reconnaissance, d'un manque de sens. Alors il est difficile de couvrir le sujet du sens et de la spiritualité en quelques minutes. Ça fait des siècles que les philosophes s'y attaquent, il y a de la matière. Mais posez-vous cette question. Si vous pouviez vous projeter dans le futur et observer vos obsèques, et je vous souhaite que ça soit dans très longtemps, qu'aimeriez-vous que les gens qui vous connaissent disent de vous à ce moment-là? Pas évident comme question. Et une fois que vous êtes posé cette question et que vous avez trouvé les réponses, posez-vous cette autre question. Êtes-vous sur le bon chemin pour devenir cette personne? Après, il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain pour devenir cette personne, mais vous pouvez déjà faire un premier pas dans cette direction, votre direction. Un premier pas vers la personne que vous voulez être. Et je sais que ce genre de changement, ça peut générer de la peur, du stress. C'est pour cela qu'on parle du sixième pilier, qui est la gestion de nos émotions et du stress. Trop souvent, la peur, la honte, la tristesse ou la quête du plaisir nous éloignent de ce qui est important pour nous. C'est normal de ressentir de la peur, de la joie, de la tristesse et du dégoût. Ce sont des informations qui sont essentielles. On ne doit pas les ignorer. Mais nous ne sommes pas ces émotions. Ce ne sont pas elles qui nous dirigent. Nous sommes ce que nous décidons de faire quand nous ressentons ces émotions. La bravoure, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de la surpasser. Les personnes qui aident les autres, celles et ceux qui souffrent, ne sont pas imperméables à leur souffrance. Ils choisissent juste de transformer cette tristesse et cette colère, d'en faire une énergie positive. Nos émotions sont exactement cela, des moteurs de changement. Du moins si on utilise l'énergie qu'elles nous procurent dans un but précis et qu'on ne se laisse pas terrasser par ces émotions. Malheureusement, parfois, ces émotions, elles nous paralysent. C'est souvent le stress qui résulte de ces émotions qui est responsable de cette situation. Le stress est un signal fort qui prépare notre corps et notre cerveau à faire face à un danger. Et face à un danger, nous avons généralement, la plupart du temps, 3 réactions possibles. Ce que les anglophones appellent les 3 F. Fight, fly or freeze. Combattre, s'enfuir ou se figer. Notre rythme cardiaque augmente, tout comme notre respiration, nos muscles se contractent. Notre attention se focalise sur le danger. Dès lors, il devient impossible de penser à autre chose. Lorsque nous sommes dans cet état, il existe plusieurs techniques pour réduire l'impact du stress sur notre corps et nos pensées. Je ne vais pas tout couvrir maintenant, mais simplement peut-être vous donner celle qui me semble la plus simple. Et vous avez déjà dû entendre ça régulièrement. Commencez simplement par inspirer à fond. Et bloquez votre respiration pendant 7 à 8 secondes. Puis expirez lentement. Puis inspirez lentement, normalement, sur environ 4 secondes. Et puis expirez plus lentement que vous n'avez inspiré, typiquement sur 6 secondes. Et vous recommencez ce cycle inspiration, expiration 30 fois. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, ça fait 10 secondes, 30 fois ça fait 300 secondes, ça fait 5 minutes. En même temps que vous faites ce cycle de respiration, essayez de penser à quelque chose d'agréable.
qui vous fait sourire, qui vous rassure. Connectez-vous avec votre respiration, visualisez-la. Visualisez l'air qui rentre par votre nez, qui passe dans votre gorge, puis vos poumons, et puis qui ressort par la bouche. Et tout en effectuant cet exercice, pressez peut-être votre pouce sur votre index, ou n'importe quel autre mouvement comme ça qui vous semble assez facile à faire, mais que vous ne faites pas régulièrement. C'est ce que l'on appelle un point d'ancrage. En gros, on va créer un réflexe conditionné. On l'appelle pavlovien. Vous savez, comme le chien qui s'était mis à baver chaque fois qu'il entendait la petite sonnette. Ben là, ça va être la même chose. Le but, c'est que chaque fois que vous allez faire plutôt ce mouvement, votre corps va se souvenir qu'un état de calme va suivre et il va l'anticiper. Ça va l'aider à se calmer plus rapidement. Si vous pratiquez cet exercice 1 ou 2 fois par jour, vous prenez donc 5 minutes pour inspirer en 4 secondes puis expirer en 6, 30 fois d'affilée, tout en exécutant votre point d'ancrage, vous allez développer de plus en plus ce réflexe. Et vous pouvez pratiquer même si vous n'êtes pas stressé ou si vous ne vous sentez pas stressé, simplement comme un exercice pour diminuer le stress qui est en vous, pour réduire le cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone qui prépare notre corps à l'action et qui peut s'accumuler tout au long de la journée, jusqu'à nous mettre dans cet état de paralysie à un moment donné. Et si l'on diminue régulièrement le niveau de cortisol, par exemple en exécutant cette technique de respiration pendant 5 minutes, ce qui permet normalement de diminuer le taux de cortisol d'environ 40%, on ne va pas laisser le vase se remplir suffisamment pour qu'une goutte, ou même quelques-unes, ne puisse le faire déborder. De plus, on entraîne et on conditionne notre corps à réduire son niveau de stress, augmentant ainsi notre capacité à gérer les plus gros stress qui peuvent arriver dans des événements plus importants. Un peu comme notre haltérophile, nous serons alors équipés pour recevoir des gros cailloux, sans nous faire écraser. Tout ce que l'on doit faire, c'est s'entraîner régulièrement, 5 à 10 minutes par jour. Vous pouvez le faire dans la voiture, au WC, dans la douche, même en réunion. Normalement, on ne s'empêche pas de respirer en réunion. N'oubliez pas aussi que si ces émotions nous envahissent, elles nous débordent, ça ne sert à rien de les chasser. C'est le paradoxe qu'on appelle de l'éléphant rose. Alors je vais vous l'expliquer simplement. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose dans la minute qui vient, essayez. Ne pas penser à un éléphant rose, il est fort probable que vous y pensiez malgré tout. À moins d'avoir un peu l'habitude de cet exercice et vous pratiquez la méditation par exemple, vous allez peut-être savoir le faire. Quoi qu'il en soit, vous constatez que nous ne sommes pas très bons pour ne pas penser, ou pour ne pas faire quoi que ce soit d'ailleurs. La négation, c'est pas un truc qu'on gère bien. Donc, quand nous voulons ne pas penser à quelque chose, nous ne faisons qu'alimenter notre attention envers cet objet, cette pensée. Donc chaque fois que je veux ne pas penser à quelque chose de désagréable, j'y pense encore plus. En revanche, si j'essaie de me focaliser sur ce que je ressens, sur cette pensée même, simplement l'observer, ma pensée, elle va très vite se mettre à vagabonder, parce que c'est difficile de rester concentré sur quelque chose. Et en vagabondant, elle me permet d'oublier, voire même à un moment donné presque d'ignorer que les pensées envahissantes étaient là. Alors c'est un peu simpliste comme explication, mais le principe est là. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc ne chassons pas les pensées, les émotions qui sont, auxquelles on attribue un petit peu ce côté négatif. Ce n'est pas le cas, c'est juste une vision que l'on a, mais voilà, laissons-les venir, observons-les, respirons profondément, et en expirant plus lentement que nous n'inspirons. Et laissons nos pensées reprendre leur cours naturel. C'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer de faire maintenant, en vous disant au revoir et en vous remerciant d'avoir suivi ce premier épisode de ce nouveau podcast, Homo Interneticus. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, suggestions et requêtes pour un prochain numéro. Et si vous pensez qu'une partie de cet épisode peut aider un de vos proches, quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à en parler avec elle ou avec lui. Faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi aussi.
Je tiens à remercier Alexandre Plivinage qui m'a encouragé à faire ce premier épisode. Je vous conseille d'ailleurs de suivre son merveilleux podcast Le fraudeur, le hacker et vous pour mieux vous protéger des arnaques en ligne. Et d'ici à la prochaine fois, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et à très bientôt.